Bonsoir à tous. Bonsoir audience. Du coup, on va pouvoir commencer le débat. On va commencer directement, en fait, on va pas faire de défi. Du coup, le débat il va se dérouler de cette manière-là. Dans un premier temps, les présidents vont se poser à leur tour donc des questions. Précisément, ils ont chacun 2 questions à poser à chacun des 2 autres. Et ensuite, je vais prendre la parole pour poser des questions à chacun d'eux. Je vais poser des questions que vous aurez proposées via le forum qui a été posté sur Promo. Il y a eu un post qui a été remis il n'y a pas longtemps là, par Bill. Donc n'hésitez pas à aller sur le forum, poser des questions. Et ça se terminera enfin par un pitch de 1 minute de chacun d'eux qui expliquera donc pourquoi est-ce que vous devriez voter pour eux précisément. Voilà. C'est moi quand je m'avais préparé, je n'ai pas timé. Bon, on est rentrable. Je me suis investi dans le plan américain. Bon, du coup, on va commencer. Alors, je vais commencer par Émile. Donc, au niveau des études, tu avais parlé de proposer les corrigés de TD sur Absinthe. Mais les gens ne viennent déjà pas en amphi, donc si on leur met les corrigés de TD sur Absinthe, ils ne viendront même plus en TD. Et on a déjà demandé aux professeurs les corrigés de TD qui n'étaient pas corrigés justement en cours. C'est à quoi ils nous ont répondu non, parce que vous allez les mettre sur Absinthe. Donc vous comptez faire comment? Vous comptez corriger tous les TD à la place des gens et les mettre sur Absinthe? Ça sent le couteau ou quoi? En fait, je crois que dans la question que tu viens de me poser, il y a 2 points. Je vais tirer 2 points. Premièrement, si on a voulu mettre en place ce système-là, c'est parce qu'on va parler en pratique. En théorie, il y a tout le monde qui est censé venir en cours, prendre les TD, prendre les corrigés, etc. Si on a voulu faire ça à la base, c'est parce que, en réalité, quand on arrive au partiel, on a parfois des énoncés de TD, on a parfois des corrigés de TD, mais parfois on n'a qu'un des 2, et pour réviser, c'est pas forcément adapté. Alors si on a à la fois les énoncés et les corrigés, ce sera beaucoup plus facile à travailler. Ensuite, tu as parlé des professeurs qui ne voulaient pas forcément donner les corrigés. Pour eux, c'est pas une masse de travail super importante en fait. Et si on leur explique que c'est pas spécialement pour que les gens qui ont chapsé les cours juste puissent avoir quelque chose pour, en fait, tout simplement pour faire genre ils sont venus quoi. C'est juste vraiment pour accompagner les gens. Les professeurs ont les mêmes buts que nous en fait, c'est que tout le monde valide son année et que tout le monde soit à un niveau correct à la fin de chaque cours, de chaque électif. Et je pense que les professeurs sont très compréhensifs sur ça. Il y en a déjà beaucoup qui, quand tu leur demandes un corrigé, te le donnent sans souci. Quand tu leur demandes de l'aide, t'aident sans souci. Si on a voulu faire ça, comme je te dis, c'est vraiment pour pouvoir mettre tout le monde à un niveau correct à la fin. Et les professeurs, je pense, sont très compréhensifs par rapport à ça. Par rapport à nous aider, ils veulent nous aider. Et si on leur dit que c'est pour nous aider, pas uniquement pour rattraper le retard qu'on a pu prendre, je pense que c'est quelque chose qui est important. Est-ce qu'on a le droit de rebondir sur ce qui a été dit sur? Tu veux rebondir? Du coup, l'idée est bonne sur le fond, mais c'est juste que nous, on avait aux professeurs auxquels on avait demandé, justement, parce qu'on avait du mal au niveau des starting goals, principalement, ils nous ont juste dit non, parce que de toute façon, après, ce sera public, et du coup, les gens ne viendront pas. C'est principalement ça le problème. Après, si vous arrivez à trouver une façon de régler, il n'y a pas de souci. Donc en gros, ce que tu veux me dire, c'est que même si beaucoup de professeurs arrivent à comprendre qu'on a besoin de ça, il y en a certains qui sont assez contre cette idée-là. Ok, je comprends, mais dans ce cas-là, on a aussi plusieurs respo-études. On a des membres qui seront à 24, je pense qu'on peut être représenté dans pas mal de TD différents. Et il faut qu'on ait quand même quelque chose à faire si on est élu. Pourquoi pas, les respo-études, comme tous les autres de la liste, ne seront pas contre prendre le corrigé, etc. Puis après, je pense qu'à Centrale, on a une certaine entraide, ça se voit sur tous les électifs qu'on a.
On arrive à, même sans avoir l'aide des G2, du B2 actuel, à cause de la réforme, on arrive à avoir des informations qui circulent sur des groupes Facebook, etc. Donc je pense que les télés qui n'auront pas de corrigé, puisque les professeurs sont réticents à cette idée-là, on arrivera à les obtenir par les élèves, puisque le corrigé, dans tous les cas, est détaillé en cours et donné en cours. Donc obtenir un télé corrigé par un professeur, c'est toujours c'est toujours mieux en fait, parce que c'est le professeur qui l'a établi, on sait exactement les attentes, etc. Mais on peut très bien récupérer les TD, récupérer en tant que télé. On passe à ma question du coup. Qui commence? Du coup, non. Je te pose la question après. Est-ce que tu veux le programme? Hein? Est-ce que tu veux le programme? Non. Les gars. Non, t'inquiète pas. Alors, Yoann, j'ai une question par rapport à ce que tu as écrit dans l'ACLI. On est d'accord, je pense qu'on a été tous les trois d'accord, nos trois listes sur un point, c'est que l'ACLI c'est quelque chose qui n'a pas été suffisamment valorisé. Les G1 ne sont pas trop au courant de ce que c'est, je ne sais pas trop par rapport au G2. Et tu as écrit engager des discussions avec l'ACLI pour essayer de revaloriser ce système. En fait, ces discussions, elles sont déjà pas mal engagées. Chaque année, déjà, elles sont en discussion au CA. Chaque année, il y a des décisions qui sont prises. Le système de cotisation a changé cette année, il me semble. Je ne sais pas, en fait, parce que tu as écrit trouver une solution commune qui irait à la fois aux étudiants et qui satisferait aussi l'ACLI. Cette solution commune, elle est déjà en réflexion. Je ne sais pas ce que le BDE peut apporter. Je pense que tu as réfléchi. Qu'est-ce que le BDE pourrait rajouter à cette réflexion et comment on trouverait cette solution commune en fait en quoi serait un apport pour ça? Donc, en fait, cette idée, le but de cette idée, c'est de proposer des idées nouvelles et d'en proposer beaucoup pour essayer de résoudre le problème de l'ACLI. Donc déjà, l'idée dont tu as parlé, donc, de changer le système de cotisation cette année, c'était une très bonne idée. Parce que c'est vrai que ça engage un peu moins les étudiants dès le début, parce que payer 900 € pour une cotisation à vie, c'est très cher, surtout pendant le parcours d'intégration, on doit quand même balancer pas mal de chèques. Et donc du coup, on avait réfléchi à plusieurs possibilités ou plusieurs points faibles de l'ACLI. Notamment sa façon d'être mise en avant pendant le parcours d'intégration à la fin, quand les gens ont dépensé beaucoup d'argent, qui était pour moi une erreur. Mais également les représentants qui sont mis en avant pour la présentation de l'ACLI, qui sont souvent des représentants qui sont un peu en marge de ce qui se fait actuellement. C'est-à-dire que là, cette année, on avait un représentant qui avait un job à la SNCF depuis une vingtaine d'années, qui n'avait pas bougé. Et ça s'éloigne un peu en fait, du type de carrière qui est en train d'être construit pour les ingénieurs. C'est-à-dire des carrières qui fluctuent avec les années, avec des métiers qui changent, avec des parcours qui changent. Et du coup, notre but, c'est d'essayer de proposer davantage de solutions, de proposer davantage de possibilités pour redynamiser ce ACLI. Est-ce que tu veux des précisions? Ouais, je vois, je pense comme je t'ai dit, je pense qu'il y a quelque chose à faire là-dessus. Mais ça justifie en fait les discussions qui sont déjà en cours. Mais proposer, je trouve ça en fait, assez vague de proposer, de dire qu'on va proposer plein de solutions. Mais je pense que tu as réfléchi, je pense que vous y avez réfléchi, les intérieurs. Mais quel type de solution en fait? Ces solutions elles sont déjà en réflexion, mais quel type concrètement? Tu as peut-être une idée ou pas? Donc, une des premières idées qu'on avait pour essayer de redynamiser un peu cette ACLI, déjà, juste pour revenir un peu sur ce que tu dis, on est en fait engagé des discussions, même si c'est déjà fait. Je pense que c'est nécessaire, en tout cas pour le BDE, d'essayer d'appuyer encore plus et de proposer encore plus de nouvelles idées. Parce que même si les discussions sont en train d'être faites, même s'il y a beaucoup de possibilités pour l'ACLI, ça avance pas non plus hyper bien, même si la décision de cette année de changer le système de cotisation est bonne, ça n'a pas forcément augmenté aussi importantement que prévu le nombre de cotisants. Nous, une idée qu'on avait déjà, c'était d'essayer de rajeunir un peu l'ACLI auprès des étudiants, ce qui est un point qui est hyper important. Rajeunir l'ACLI non seulement sur les représentants, d'avoir des représentants qui soient beaucoup plus proches, par exemple, des jeunes intégrés qui viennent régulièrement parler avec les étudiants pour parler de l'ACLI. Donc ça, c'était un point qui est pour nous important, parce que d'avoir des personnes qui sont plus dans l'état d'esprit des étudiants actuels, qui savent très bien, parce qu'ils viennent de sortir des études d'ingénieur, ce que c'est
à quel point, quand on entre dans les études d'ingénieur, on est un peu bousculé parce qu'on ne s'attend pas forcément à avoir ce genre d'enseignement et ce genre de vision du métier d'ingénieur. Et donc d'avoir des gens qui soient plus proches des étudiants dès le début de l'année, d'avoir des gens qui savent ce que sont leurs soucis, leurs véritables soucis, parce qu'ils viennent de sortir de là. Pour moi, c'est un très bon moyen de redynamiser la CLI. Ensuite, évidemment, ça va passer par le système de maison, qui est aussi une autre des propositions. Donc le système de maison qui a été mis en place il n'y a pas longtemps, qui est pour moi un très bon moyen, mais mal exploité, même si les maths ont fait quand même pas mal de travail là-dessus, pour essayer d'avoir un réseau qui soit fort, et donc essayer de reforger, et essayer d'avoir un système de maison qui soit stable, qui ait de l'intérêt pour les étudiants. Ça peut aussi leur permettre pour la CLI en tout cas, les étudiants vont aussi pouvoir créer des liens avec ces anciennes personnes des maisons, et aussi du coup avec le système de la CLI, pouvoir échanger davantage avec eux. Donc essayer de rapprocher la CLI avec les systèmes qui sont mis en place à Centrale, des systèmes qui créent des liens entre les étudiants et des liens qui sont intergénérationnels. Je pense que c'est aussi une bonne idée pour essayer de redynamiser cette CLI qui est un peu en train de mourir en fait. Est-ce que tu veux sur les... Ok. Donc la prochaine question pour ma part sera pour Laurine, donc pour les impôts. Dans ta partie études, donc en gros, dans la partie études, tu mentionnes la proposition créer un mail automatique qui prévient les élèves de modifications sur la plateforme Moodle. En fait, les modifications sur la plateforme Moodle, elles sont non seulement très régulières, mais il y en a beaucoup. Et pour moi, créer des mails qui justement vont t'avertir de ces modifications, ça va juste créer, pour moi, et je pense que je vais avoir ton avis là-dessus après, créer énormément de spam sur la boîte Zimra, qui est déjà pas mal spammée. On a pu le voir pour le mock, à chaque fois qu'il y avait des modifications, à chaque fois qu'on avait les nouvelles notes, à chaque fois qu'il y avait des gens qui commentaient les appréciations qu'on mettait sur leur travail, on avait énormément de mails qui s'accumulaient. Et si en plus, par-dessus, on rajoute des mails qui t'informent de modifications sur Moodle, est-ce que tu n'as pas peur que en fait, Zimra soit complètement surchargé et qu'on passe à côté de la majorité des informations? Alors, c'est principalement pour l'hyperplanning, parce que on a beaucoup qui ont téléchargé leur hyperplanning sur leur agenda Google, et donc il se met pas il se met pas à jour aussi rapidement que les profs mettent à jour sur le site. Ce qui fait que du coup on arrive parfois dans des salles et on se rend compte que on n'a pas cours là, ou alors qu'on a juste pas cours, ou alors qu'on a loupé un cours parce que le prof en question avait modifié son horaire et nous on n'était pas au courant. Donc juste créer des mails pour ça, parce qu'on gagne quand même plus souvent notre boîte mail que ce qu'on gagne notre l'hyperplanning, surtout quand on l'a sur l'agenda Google. Donc c'est principalement pour ça. Après c'est quand même pas si souvent que ça, ça doit être 1-2 fois par semaine maximum. Donc je pense pas... Excusez-moi. Merci. Je pense pas vraiment que ça va spammer l'hyperplanning, la boîte mail Zimra pour ça. Après, c'est plus une utilité supplémentaire pour les gens, pour éviter justement d'avoir des problèmes à ce niveau-là et d'avoir des cours manqués alors que finalement, à la base, ils voulaient aller en cours. Ok. Mais en fait, du coup, moi je trouve que ça revient un peu au même que quand on va sur le MT et qu'on va accéder à sa messagerie, ça revient un peu au même que de consulter son hyperplanning à ce moment-là. Parce que la modification sur l'hyperplanning va être faite, au même moment tu vas recevoir un mail pour te dire « Ah, t'as une modification », et du coup, en fait, ça revient même que d'aller voir ces mails, que d'aller voir l'hyperplanning régulièrement pour regarder les modifications. Ce qui est d'ailleurs fait par les étudiants actuellement, parce que vu qu'il y a énormément de modifications, les gens consultent régulièrement leur hyperplanning, justement pour voir ces modifications. Donc, est-ce que ça, selon toi, va vraiment créer une réelle différence? Est-ce que les gens vont être avertis vraiment plus tôt? Est-ce que ça... c'est un peu difficile à dire. Est-ce qu'on pourrait allumer la lumière, s'il vous plaît? Parce que là, on commence à faire sombre. Merci bien.
Ouais. Le fait est que le but de télécharger, télécharger son hyperplanning sur son agenda Google, c'est justement pour éviter d'aller checker l'hyperplanning à chaque fois. Alors que nos mails, on reçoit quand même régulièrement des mails au niveau des cours et on va tous beaucoup plus souvent voir nos mails que l'hyperplanning, étant donné que logiquement on est censé savoir quel cours on a avant la veille. Donc justement recevoir un mail, ça permettrait juste d'être sûr de nos horaires de cours et de nos lieux de cours. C'est juste ça. Et c'est clairement pas compliqué à mettre en place avec le reste web. Voilà. Merci. Non, c'est bon, vas-y. Je vais peut-être poser la question. Ouais, vas-y. Ouais, du coup, je te pose une question à toi, Ivan, je vais passer à toi, aux appels en général, en fait. Dans ton programme, dans votre programme, pardon, tu écris organiser des réunions de famille au cours de l'année. Je pense qu'on a été tous les trois d'accord sur le programme pour dire que c'est un système qui devait être revalorisé, puisqu'il y a un concept assez intéressant derrière. Mais le problème, c'est qu'on l'a vu tout au long de l'année, c'est un système qui certes, est intéressant, mais a du mal à fonctionner, a du mal à rentrer vraiment dans les traditions centraliennes. On n'est pas forcément très complice avec les personnes qu'on a dans nos familles. C'est des événements qui sont difficiles à organiser puisque les gens se passent un peu forcément entre eux et finalement finissent autre part. Comment tu comptes en fait inciter les gens à vraiment participer à ces réunions que tu organises et comment les motiver en fait à faire ça? J'ai déjà plus ou moins répondu à cette question pendant mon amphi de présentation. Donc en fait, le but c'est pas forcément de les obliger à le faire parce qu'il y a des familles qui, dès le début, ne se sont pas forcément bien entendues, donc ne le feront pas d'eux-mêmes, mais juste proposer des créneaux au fur et à mesure de l'année, quelquefois juste des repas, ou juste leur dire, et c'est à eux de s'organiser. Comme ça, ils peuvent décider eux-mêmes de faire un repas, je sais pas, un repas dîner ou n'importe quoi. Et ça permet de tisser des liens entre G1, G2, G3 parce que tous les G1, principalement au début de l'année, ne s'entendent pas forcément bien avec les G2, G3 et ils ne prennent pas forcément le temps de les connaître, ils restent cantonnés entre eux. Et donc justement le fait d'avoir quelques personnes privilégiées des années G2, G3 pourrait permettre d'avoir un contact privilégié justement au niveau des études premièrement et aussi au niveau de la vie associative parce que c'est vrai que quand on arrive en G1 on est un peu perdu avec toutes les opportunités offertes par Centrale. Donc c'est plus proposer des réunions qui seront ou non suivies. C'est pas quelque chose d'obligatoire parce qu'on a très bien vu que de toute façon quand on organise quelque chose qu'on le rend obligatoire comme je sais pas, le repas de bâtiment par exemple à l'Inté ça n'a pas marché. Ça sert à rien de le rendre obligatoire, plus leur proposer et après c'est à eux de s'organiser entre eux pour organiser un repas à une quinzaine, c'est pas très compliqué et ça fait toujours plaisir. Après il y en aura qui le feront, il y en aura qui le feront pas, mais ça permettra ceux qui le feront de tisser des liens. Donc en fait, si tu me diras si j'ai bien compris ou pas, tu t'essaies d'organiser ce que tu vises à faire l'année prochaine avec, si vous êtes élu avec les appos. C'est essayer d'organiser des événements et le proposer sur la base du volontariat. Attends, non mais ouais, donc en gros l'idée c'est ça, le baser sur la base du volontariat. On en a parlé aussi dans notre programme pour justement rebooster un peu ça. Le truc c'est que, comme tu l'as dit, le système des maisons, il y a eu un repas de famille qui avait été organisé, personne n'y a spécialement participé. Pourtant, c'est un événement qui peut sortir un peu de ce qu'on a de façon usuelle dans les familles. Je pense que c'est une bonne idée, comme tu proposes, de changer de format, en passant sur un format à une quinzaine de personnes. Et comment tu comptes, avec ça, justement, essayer de motiver les gens à venir? Parce que proposer des événements, ok, changer un peu le format, ok, mais si ça n'a pas marché actuellement en gros comité, ou si ça n'a pas marché avec juste les familles, j'ai du mal à voir comment ça peut fonctionner juste en partant sur la base du volontariat. On place ça à cet endroit-là, on place ça à ce moment-là dans l'emploi du temps, et Inch'Allah, il y a du monde qui vient. Le but, c'est pas de faire qu'il y ait du monde qui vient. C'est le fait que les G2 et G3 encouragent les gens à venir parce que le problème, c'est que les gens qui se sentent un peu mis à l'écart parfois.
Donc le fait qu'eux ils soient contactés pour venir, plus qu'un poste par la mascotte du BDE qui dit il y a un repas de famille, venez. Là, ils seront contactés personnellement par les GD en question de leur famille, et donc ça peut plus les encourager à venir parce que c'est quelque chose de personnel et pas juste un post balancé sur Facebook qui passe à la trappe parmi tous les posts qu'il y a à l'intégration notamment. Ah, on enchaîne. Okay. Tu m'as posé une question, je pense que ça y est. Ah, enfin, ça peut se poser une question. Du coup, pour Johan, au niveau de la com, donc vous avez dit d'utiliser mieux les écrans centrales pour faire de la com. Donc, je trouve que oui, c'est une bonne idée. Mais après, vous avez justifié en disant ça pourrait permettre de diffuser les emplois du temps des gens. Faut savoir que rien qu'en G1, par exemple, il y a 30 électifs différents. On a des emplois du temps quasi individualisés. Et comment tu comptes faire en sorte que quand tu arrives, tu vois ton emploi du temps, alors que y a justement, je sais pas, genre 1000 emplois du temps différents à faire passer sans attendre 20 minutes et justement, du coup, checker l'hyperplanning où ça irait plus vite. En fait, c'est une idée pour compléter l'hyperplanning, et je me suis dit que c'était peut-être sûrement intéressant de le faire, défiler les différents emplois du temps par électif, ou en fonction des groupes de TD aussi, sur l'écran principal quand tu rentres dans Central, ou de pouvoir mettre plusieurs emplois du temps qui s'accumulent en liste. Ça peut justement permettre, quand tu arrives, de voir en fait la salle dans laquelle tu es. Parce que généralement tu sais quel cours tu as, parce que tu l'as regardé avant, parce que tu viens en cours, et donc du coup tu sais que tu as cours. Mais dans ce cas-là, tu arrives, tu vois la salle, tu fais du coup je vais aller cette salle-là. Et c'était une manière d'utiliser les écrans que je trouvais intéressante et qui n'est pas fait, c'est justement de pouvoir avoir, se dire ah tiens, électif SER, on est en telle salle, du coup je vais en telle salle. Et ça prend pas forcément énormément de place sur l'écran, parce qu'il est assez grand, et parce qu'on n'est pas forcément obligé non plus de montrer le planning tel qu'il est montré sur l'hyperplanning, mais avoir une ligne avec marqué le nom d'électif et le groupe, dire E704, voilà, cet électif est ici. Et je pense que c'est une bonne manière de l'utiliser, qui n'est pas forcément très intrusive, et qui permet aussi du coup, de mettre un peu plus d'interactivité, de ne pas forcément avoir besoin de re-regarder son téléphone parce que tu as regardé vite fait ce que tu avais et tu n'as pas encore vu comme ça, etc. Ok. Du coup, je vais poser une question. Ok, donc du coup, je vais poser une question à Émile. Donc sur la partie entreprise, il y a 2 points qui vont m'intéresser. Il y a un point où tu mentionnes que tu comptais faire des entretiens personnalisés avec les gens et des intervenants d'entreprise, et un autre point où tu mentionnes que tu voulais faire des entretiens aussi personnalisés entre des RH et des étudiants. Ce qui me pose problème, et je trouve ça assez difficile à réaliser, c'est les entretiens, enfin justement que ce soit personnalisé. Parce que ça demande beaucoup de temps, ça demande beaucoup d'investissement des entreprises et des personnes qui vont faire ces entretiens. Et du coup, pour une promo entière, c'est-à-dire pour par exemple tous les G1, avec toutes les personnes qui potentiellement seront intéressées par ce genre d'entretien, je vois mal comment ça va être possible d'organiser autant d'entretiens. Donc du coup, j'imagine qu'il va falloir en sélectionner des élèves parmi le groupe qui qui auront leurs entretiens. Et comment est-ce que ça va se passer pour les autres élèves qui n'auront pas eu d'entretien? Comment est-ce qu'ils vont avoir des retours? Qu'est-ce qui va se passer justement pour qu'ils puissent aussi bénéficier des apports et des connaissances de ces rencontres avec les différents responsables? D'accord. En vrai, cette question-là, je pense que tu l'as. Cette pièce dans le programme, je pense que tu n'as pas spécialement compris ce que je voulais faire, c'est peut-être parce que j'ai mal exprimé. Nous, ce qu'on a dit en entretien personnalisé, on n'entendait pas spécialement entretien en one-one, t'es pas juste tout seul en train de passer un entretien avec quelqu'un, mais un entretien en comité réduit. Je pense que même 3, 4, 5 personnes face à une personne avec qui tu peux discuter de différents métiers, ce serait adapté. Ce qu'on voulait faire en fait, et c'est ce qu'on a énoncé dans la majorité de notre programme électoral en ce qui concerne ce sujet, c'était d'axer sur différents métiers. On n'est pas tous intéressés par les mêmes domaines en fait, et je pense que c'est comme j'ai dit sur les conférences qu'il y a sur les entreprises, on aimerait axer plus sur les métiers, on aimerait savoir ce que les G1 veulent faire comme métier, ce qui les intrigue, etc. Et donc ces entretiens personnalisés, en fait, ils seraient personnalisés sur le sujet qu'ils veulent aborder, plus que personnalisés en V1,
En fait, tout simplement, on n'est pas juste face à une personne en train d'avoir un entretien, mais avec plusieurs personnes. Ce serait d'ailleurs pas si mal, je pense que tout le monde puisse donner son avis, une conversation se peut construire quand on est plusieurs. Je suis d'accord qu'en gros comité, c'est pas possible. En petit comité, c'est ce qu'on veut faire et ça semble plus réalisable. Et en fait, sur un domaine beaucoup plus focus que ce qui se fait actuellement. Personnellement, il n'y a pas énormément de métiers qui m'intéressent jusqu'ici. Et si j'avais la chance de pouvoir participer à un entretien comme ça, j'aimerais que ça soit vraiment de façon assez focus sur quelque chose. Après, tu as soulevé le point que ce serait difficile de pouvoir organiser ce genre d'entretien avec toute la promo. C'est clair que ce serait compliqué, mais en le faisant de façon récurrente et en petit comité, c'est quelque chose qui semble faisable. Faire passer tout le monde en 1-1, c'est pas possible. Faire passer tout le monde par petits groupes, quitte à limiter le temps, en fait, je trouve que ce serait beaucoup plus formateur et ce serait beaucoup plus intéressant puisqu'en fait, on cadrerait le sujet de discussion de ces entretiens directement sur le métier qui intéresse les étudiants qui se sont inscrits. Il n'y a pas 15 millions de métiers qui nous intéressent. Si on peut proposer aux étudiants d'assister à un entretien comme ça, sur un métier qui les intéresse plus que d'autres métiers, ils seront plus motivés parce que ce sera un entretien, ce ne sera pas 15 millions, ce ne sera pas assister à énormément de choses, ce sera juste être vraiment focus sur quelque chose. En plus de ça, on a une fidélisation des partenaires à assurer et un professionnel qui arrive et qui vient parler à des étudiants. C'est toujours mieux quand les étudiants sont motivés par le métier que la personne fait. En fait, il y a des questions beaucoup plus adaptées qui seraient posées, des discussions qui se construiraient bien mieux. En fait. C'est comme ça que je vois les choses et c'est comme ça qu'on a vu. Donc du coup, si tu fais ça en petit comité et régulièrement, ça veut dire que tu vas solliciter assez fortement les différentes entreprises parce qu'il va falloir les faire revenir pour un groupe, ensuite pour un autre groupe, ça peut être aussi une deuxième entreprise, mais du coup, ça veut dire les faire participer souvent assez activement et régulièrement pour ce genre d'entretien. Le problème, c'est que justement, un entretien pour une entreprise avec des élèves, ça coûte des sous parce que la personne qui est entretien n'est pas payée pour faire le travail qu'elle fait à côté. Et justement d'avoir ce point de régularité, du coup de faire venir régulièrement des entreprises, est-ce que tu penses que c'est faisable? Est-ce que tu penses que c'est acceptable et que les entreprises peuvent accepter le fait de faire venir un intervenant assez régulièrement et du coup de l'enlever de son travail et du coup de ce pourquoi il est payé pour faire quelque chose et de revenir faire quelque chose d'assez régulier avec des élèves? Et du coup, est-ce que tu penses que c'est faisable et qu'ils vont justement accepter ça? En fait, moi je suis parti pour, quand on a écrit ça dans notre premier électoral, cette idée-là elle est sortie du fait que l'agence centrale pour avoir ce partenariat-là, dans le but de recruter des futurs ingénieurs, de les attirer vers leur entreprise en fait. Et au sein d'une même entreprise, tu as énormément de métiers, donc c'est pas forcément les mêmes représentants qui passeraient. Ensuite, comme tu as dit, est-ce qu'il y aurait le temps? Ce qui se fait déjà, c'est que c'est des journées entières qui sont réservées souvent à ça. Si on le fait en petit comité, comme je t'ai dit, on n'a pas besoin de passer une journée entière à faire ça. Quand tu veux passer ton entretien, quand tu as réservé ton créneau, etc., tu viens, tu passes ton entretien, ça ne dure pas forcément très longtemps. Il y a moyen de faire passer énormément de personnes en une seule journée, plus que tu peux le penser, je pense. Et donc de façon plus adaptée, comme je te l'ai dit. Les entreprises, pardon, elles désirent vraiment avoir des étudiants à leurs événements, lors de leurs conférences, lors des amphis, etc. On a été plusieurs fois sollicités en tant que listeux par le BDE cette année pour assister à des conférences, pour assister à différents types d'interventions des entreprises, parce qu'il n'y avait pas assez de présents. Et en fait, je trouve ça dommage parce que les professionnels viennent, prennent plusieurs heures de leur temps pour venir parler à une dizaine de personnes, ce qui n'est pas forcément intéressant. Donc le but, en fait, l'objectif de ce qu'on propose, c'est de faire ça, mais en petit comité, quitte à s'étaler sur plus longtemps, mais de façon plus intéressante. À partir de là, ceux qui posent des questions, ils ne reprennent pas le micro après, parce que ça prend trop de temps. Débat. Ça, moi, de chacun poser deux questions. Ok. Je peux poser une question soit à Loïc, soit à moi. Ok. Là, je vais commencer par toi, Yoann, du coup. Dans ton programme, je ne l'ai pas sous les yeux, mais tu cites que tu aimerais en fait
en collaboration créer une collaboration entre le BDE et certaines associations pour essayer de faire monter en compétence certains centraliens sur certains domaines d'expertise que fournissent très bien certaines associations. Mais en fait, il y a un truc que je comprends pas, c'est qu'est-ce que ça rajouterait par rapport à rejoindre tout simplement l'association. Je vais donner un exemple pour que tu vois exactement ce dont je veux parler. Et tu me diras exactement si c'est ça dont tu voulais parler aussi. Il y a Centrally Project qui a essayé de créer un partenariat en fait, avec Réseau enfin, de créer une collaboration où le Réseau formerait des personnes de Centrally Project pour un projet. Et le Réseau a répondu à juste titre que c'était plus long en fait, de former ces personnes-là que de tout simplement le faire eux-mêmes. Donc si l'objectif de ce point-là, c'est uniquement de former la personne, si la personne a juste besoin d'être formée sur un domaine, en fait, je comprends pas pourquoi elle n'irait pas juste dans l'association pour être formée plutôt qu'en fait, tout simplement organiser des cours sur ça. En fait, une association, ça peut couvrir énormément de domaines et du coup de compétences. Et les élèves qui veulent avoir ce genre de compétences, ils ne sont pas forcément intéressés par absolument toutes les compétences qui sont dans les associations. Et ils n'ont pas forcément non plus envie de participer à toutes les activités qui sont organisées par les associations. Le but du coup de ces cours, qui sont basés sur le volontariat des assos, c'est de cibler une compétence qui est acquérie dans l'association et du coup de concentrer ce cours uniquement sur cette compétence. Ce qui fait que du coup les gens qui vont aller à ces cours, ils se disent bon ben j'y vais parce qu'il y a cette compétence et du coup j'ai pas forcément besoin de rejoindre l'asso et d'attendre que cette compétence arrive. Parce que y a énormément d'assos, on ne peut pas faire partie de toutes les associations en même temps, parce que c'est quasiment impossible au niveau du temps. Et du coup, il y a des fois où tu te dis c'est dommage que je ne sois pas dans cette asso parce qu'il y a ce point-là qui m'intéresse. Mais du coup, l'avantage de ces cours, ce serait justement de pouvoir faire partie des assos qui t'intéressent le plus, mais de pouvoir quand même, de temps en temps, sélectionner une compétence qui t'intéresse et que tu aimerais développer, et pouvoir du coup l'acquérir sans forcément faire partie de l'association ou de pouvoir participer à toutes les activités qu'ils font qui permettraient de développer les compétences. Voilà. Tu n'as vraiment pas le droit de reprendre le micro. Désolé. Du coup, maintenant, question pour Laurie. Donc, dans ton programme électoral, tu parles d'organiser une semaine dédiée aux étrangers. Donc, j'imagine que pour essayer de créer une intégration avec les étrangers, ce sera programme d'intégration. Et je pense qu'une semaine, c'est beaucoup trop. Parce que justement, avec la réduction du temps d'intégration, et parce que l'intégration c'est une période qui est très chargée, il y a énormément d'animations, énormément de présentations à faire, il y a des événements qui sont organisés par les assos, des événements qui sont organisés par les BDX, des événements qui sont aussi organisés par les sports, des événements il y a aussi le WAY qui font beaucoup de temps. Une semaine qui soit consacrée aux étudiants étrangers, c'est très lourd, je pense. Et du coup, j'aimerais avoir ton avis sur la question. Est-ce que tu penses, que tu reconsidérerais peut-être la durée de cette semaine d'intégration étrangère ou qu'est-ce que tu en penses? Alors, oui, après en avoir discuté, oui, peut-être qu'une semaine c'est long, étant donné que niveau intégration, c'est déjà, le planning est vraiment chargé et que l'administration ne serait probablement pas pour rajouter une semaine. Mais je pense que c'est vraiment important de faire quelques jours centrés sur les étudiants internationaux pendant notre intégration. Parce que eux ont déjà eu leur intégration avant, et ce qui fait que très peu viennent à notre intégration. Et du coup, on les connaît quasiment pas ou par hasard. Et c'est vraiment dommage de ne pas pouvoir profiter justement de cette interculturalité et du fait qu'ils sont là et qu'ils viennent chez nous. Donc justement, on peut profiter du fait qu'ils soient là et pas les mettre à l'écart. Et justement, je pense que 3 jours pendant l'inté, ça pourrait permettre de les inciter à venir pour le reste de l'intégration. Et nous, de mieux connaître leur culture et eux de mieux connaître la nôtre sans être isolés, parce qu'on sent quand même dans la plupart dans beaucoup de cas, même au sein des listes, nous c'est pas du tout le cas parce qu'on a vraiment réussi à bien intégrer les étudiants internationaux. Mais on voit dans beaucoup de listes qu'ils restent à l'écart, ils sont seulement 2 la plupart du temps, parce que Centrale demande 2 étudiants internationaux, alors que nous c'est pas le cas, ils sont 3 d'accord, mais non mais c'est très bien. On les a pas choisis parce qu'ils étaient internationaux, mais parce qu'ils étaient motivés, et parce qu'ils avaient envie d'être avec nous. Et c'est
Enfin, c'est justement c'est ça qui manque, je trouve. Excusez-moi. Je pense que ce qui manque, c'est vraiment le fait d'avoir les étudiants internationaux intégrés dès le début, parce qu'ils arrivent vraiment, pour la plupart, très tard dans les listes, et c'est vraiment dommage. Donc après, oui, je pense que vraiment, c'est super important de centrer quelques jours sur les étudiants internationaux, parce qu'ils sont quand même très nombreux à Centrale Lille, et c'est vraiment dommage de mettre toute une partie des étudiants à l'écart dans un moyen. On est tous d'accord là-dessus d'ailleurs, on a tous un point sur les étrangers. Voilà. Ok. Du coup, Émile, par rapport à votre programme, au niveau du Way, alors tu parlais d'un bagalaton. Alors, tu voulais le faire remplacer par le moment où les G1 vont manger chez les G2, c'est ça? C'est ça. Donc le problème, c'est que, encore une fois, un bagalaton sous-entend quand même pas mal d'alcool, alors que le Way est déjà centré beaucoup sur l'alcool. Et il y a pas mal d'étudiants qui viennent pas au Way à cause de ça, d'autres qui se sont sentis vraiment à l'écart parce que justement les G2 étaient bourrés pendant 48 heures et que eux, c'est exactement le cas, je suis désolée, et que justement donc les gens qui ne buvaient pas se sentaient vraiment à l'écart, et donc c'est dommage pour ça. Et ça, c'est un événement qui remplacerait justement un événement où justement il n'y a pas tant d'alcool que ça et on peut discuter avec les G2. Le repas entre... Excusez-moi, un peu de respect s'il vous plaît. Les G1, G2, c'est vraiment un moment où nous on a pu partager avec les G2, on a pu échanger sans trop d'alcool et c'était vraiment bien. Et je pense que remplacer par une sorte de bagalaton, ce serait vraiment dommage parce que justement on ne pourrait pas... il y aurait encore une fois de l'alcool et ça toucherait encore une fois un public réduit au lieu de toucher tous ceux qui vont au Way. Alors je pense que pour répondre à ta question, je vais revenir sur ce qui s'est passé cette année pendant le Way. On avait un repas avec les G2 et ce repas, même si ça n'a pas été le cas pour toi, moi c'est un repas où j'ai peut-être plus bu que mangé. Et ça, en fait, je pense que dans tous les cas, au Way, si tu as envie de boire, tu vas boire. Si tu n'as pas envie de boire, tu ne boiras pas forcément. Tu vis ton Way quand tu as envie. Un bagalaton, c'est tu connais le concept du colocaton. Tu m'as dit que c'est un moment où du coup t'enlèves ce moment de partage avec les G2, tandis qu'en fait c'est juste un moment où on va se balader de bungalows de G2 à des bungalows de G2. Donc en fait pour le partage, etc., pour la cohésion, je pense que ça enlève rien. Ensuite par rapport à l'alcool, en fait ça dépendra de ce que tu veux faire. T'arrives dans un bungalow où il y a des beer pong qui sont organisés, où il y a des flip cups qui sont organisés. T'as envie de jouer, tu joues, t'as pas envie de jouer, tu joues pas, mais tu peux très bien parler avec des gens avec qui t'as envie de parler en fait. Et je pense que justement, par rapport à ce que tu dis, le fait de faire un mangalaton où tu te balades de groupe de G2 en groupe de G2, tu peux parler à des gens différents et t'es pas bloqué sur uniquement un groupe, comme ça a été fait cette année. Donc si ça te plaît pas et s'il y a un groupe où tu trouves qu'il y a beaucoup trop d'alcool, beaucoup trop ça part trop en cacahuète quoi. Tant mieux parce que tu sais que tu vas partir ailleurs après et puis justement comme tu l'as dit, tu veux renforcer dans ton programme, tu veux renforcer un peu cette cohésion. Je trouve que ça renforce encore plus la cohésion si on permettait ça en fait. En magalaton, le colocaton a énormément pris en début d'année, on n'en refait pas normalement, ce qui est prévu c'est qu'on n'en refait pas les maths n'en ont pas refait après. Le bagalaton, vraiment l'idée c'est que on recolle un peu un événement comme ça sur ce qui s'est passé. Après la pré-show qui s'est faite avec le repas chez les G2, en fait il y en a beaucoup qui sont arrivés déjà à la soirée dansante du Way totalement alcoolisés, et c'est leur droit et c'est mon droit aussi. Donc en fait je pense que c'est juste un format différent où en fait, tu peux toujours trouver, t'y retrouver et tu n'auras plus de choses. Du coup, on va donc passer maintenant aux questions que vous avez pour eux. Dans un premier temps, je vais poser une question qui concerne vous trois. Dans le cas où vous êtes élu, est-ce que vous pouvez nommer et expliquer pourquoi, vous pouvez nommer le point d'un des deux programmes adverses que vous reprendriez et justifier pourquoi ce choix? Alors, donc,
si la liste est élue, pour le programme des APO par exemple, un point que je reprendrai, c'est la traduction du guide des études, enfin traduction de ce guide-là en anglais. Et je trouve que c'est un point qui est très intéressant parce que justement ça peut aider les étudiants étrangers à comprendre un peu mieux ce qui se passe parce qu'ils sont complètement perdus en début d'année. Et d'avoir un guide qui soit en anglais, qui soit donc du coup beaucoup plus accessible pour eux, permettrait qu'ils s'intègrent davantage et qu'ils comprennent beaucoup plus vite les études. Et je trouve que c'est un très très bon point. Du coup, moi, au niveau du programme ILE, au niveau des partenaires, ils disent de mettre en place un système de fidélisation des partenaires avec des feedbacks. Et ça, je trouve que c'est vraiment intéressant pour savoir ce que les étudiants ont préféré ou non, justement, par rapport aux amphis qui sont présentés, par rapport aux entreprises qui viennent présenter l'entreprise ou le métier. Et je pense que ça, vraiment, c'est un point super important autant pour les partenaires que pour les étudiants pour améliorer les retours. Voilà. Sur votre programme, j'ai reparlé de ton programme aussi, le programme des APO. Il y a plusieurs points intéressants. C'est pas forcément des choses très compliquées à mettre en place, mais je trouve que c'est des points assez. En fait, c'est assez bien réfléchi. Là, ce qui me vient à l'idée, ce serait le système de covoiturage que tu veux mettre en place pour aller au BD. Je pense qu'on est tous dans le même cas. Quand on n'a plus rien à manger, c'est la galère. Il y a le métro à prendre, c'est une galère, mais il n'y en a pas forcément de nos potes qui ont la voiture au moment où on a faim. Et c'est un système qui, je pense, sera pas compliqué à mettre en place. Ils sont plutôt faciles et il y a d'autres écoles qui le font déjà. Et ça fonctionne même plutôt bien. Je pense que si j'avais récupéré quelque chose, je prendrais ça. Et le deuxième point qui m'intéresse sur votre programme, c'est pour le Way. Vous avez décidé de mettre un fil rouge. C'est ce que vous voulez faire. Mettre un fil rouge tout au long du Way, je trouve que c'est plutôt intéressant. Ça permettrait pourquoi pas d'être plus en valeur les soirées dansantes qui se passent au Way, les thèmes qui ne sont pas du tout abordés. Et en plus de ça, ça donnera un petit but pour ceux, comme tu dis, qui ne veulent pas forcément boire et revoir. Je trouve ça plutôt intéressant de réfléchir. Alors, ensuite, pour commencer, je voudrais poser comme question à Johan. Donc la question c'est, étant la liste qui a subi les plus nombreuses et les plus flagrantes défaillances logistiques, est-ce que vous ne pensez pas que cela est inquiétant pour la gestion des événements de votre possible futur mandat ? Alors déjà merci pour cette question, très intéressante. En termes de défaillance logistique, effectivement on en a eu quelques-unes, mais ça nous a appris énormément en fait, et notamment sur la répartition entre Centrale, la RES, et on a très vite compris ce qui n'allait pas dans ce qu'on avait fait, notamment pour le Stidel, justement, c'est là où on a eu quelques petits problèmes. Et après avoir étudié justement la répartition après, on s'est dit, on a réfléchi un peu dessus, et on a vu comment on aurait pu régler le problème. Et c'est justement par cette expérience-là, et par du coup l'expérience de toutes les campagnes, que les défauts de logistique la logistique qu'on a préparée à la base, et du coup tout ce qui n'allait pas ressort, et c'est comme ça qu'on corrige. Et je pense pas que justement les petits défauts qu'on a eu pendant la campagne vont être significatifs si jamais on est élu BDE, justement parce qu'ils auront été corrigés par du coup cette expérience de campagne. Merci. Laurine, donc vous avez cité comme idée de voyage Barcelone, Strasbourg, le Pack Astérix. Vous multipliez donc ces idées de voyage, mais est-ce que vous êtes conscient du chargement du calendrier centralien et ainsi de la quasi-impossibilité de certains des voyages mentionnés ? Alors, ça encore une fois, ça a été discuté pendant l'enquête de présentation. Donc on a vu ensemble que le Pack Astérix c'est une journée et c'est clairement faisable par rapport au calendrier. Justement, c'est un voyage qui permet de souder encore une fois les étudiants internationaux avec les étudiants nationaux, parce que
c'est le genre de voyage où tout le monde a envie d'aller, et c'est juste une journée, donc c'est beaucoup moins contraignant qu'un voyage de plusieurs jours, auquel quasiment seuls les étudiants internationaux participent. Pour tout ce qui est poursuite des voyages, Strasbourg, etc., ça a été vraiment apprécié par les gens à qui on a parlé et qui y sont allés. Donc continuer. Après, au niveau du voyage à Barcelone, oui, on est conscient que vraiment le planning est tendu, mais la possibilité qu'on a envisagée, c'est pendant les vacances de la Toussaint, où si les gens ont envie d'y aller, ils pourraient y aller, sinon bah, ils vont pas, c'est comme tous les voyages, et c'est le seul moment dans l'année où ce serait disponible. Après, pour les autres voyages, perpétuer les voyages, je pense qu'il n'y a aucun souci niveau date. Et le parc Astérix, étant donné que c'est une journée, c'est sur un week-end, c'est totalement faisable, et ça, pareil, il n'y a aucun souci là-dessus. C'est juste au niveau du voyage à Barcelone qui pose un peu de souci, mais les vacances de la Toussaint, ça semble être le meilleur moment et le seul moment pour faire ça. Justement. Vous avez réfléchi par rapport au mode de transport pour y aller? Bah, le bus, c'est 13 heures de bus, quoi, donc c'est un peu... Mais c'est juste que c'est une destination qui fait rêver beaucoup d'étudiants internationaux. Donc c'est vraiment... Justement, Laurine, par rapport à ça, les étudiants... les étudiants internationaux, et comme l'a précisé Soukaina, ils n'ont pas encore leur titre de séjour à la Toussaint. Donc, en fait, leur titre de séjour, ils l'obtiennent vers décembre. Donc c'est pour ça que le voyage à Barcelone, on l'avait budgété, etc. Mais ça semble compliqué à la Toussaint. Après, visiblement, c'est pas le cas de tout le monde. On me dit que chez moi, ils avaient eu leur titre de transport bien avant la Toussaint. Donc c'est quelque chose qui est à méditer. On verra. Enfin, dans l'éventualité où on est élu, on va s'y mettre tout de suite. Parce que c'est quand même assez proche. Après, visiblement, c'est pas impossible. Donc, à méditer. À voir. Émile. Émile, donc vous avez parlé donc dans votre livre, vous avez créé le poste vice-13, qui paraît une bonne idée. Mais concrètement, comment est-ce que vous comptez répartir le travail entre donc, la trésorière et le vice-trésorier? Donc le poste de vice-trésorier, ça c'est assez nouveau pour une liste B2 de le proposer. Et si on l'a fait, c'est à l'écoute des G2 qui nous ont dit que c'est quelque chose qui est super important. C'est un poste qu'on voit beaucoup déjà dans de nombreuses associations centraliennes. On a même plusieurs vice-13 parfois. C'est Samuel, notre vice-13, et il a déjà commencé à y réfléchir, il s'est déjà renseigné par rapport à ce qui se fait déjà dans les autres associations. Il y a des dépenses énormes à gérer tout au long de l'année, mais qui sont de plus ou moins grosse importance en fait. Claire, qui a géré la trésorerie pendant les campagnes, n'a pas eu spécialement besoin d'énormément d'aide pour tout ce qui est pré-campagne, mais pendant un mandat, il y a énormément d'erreurs qui sont à éviter. Pour Claire, c'est compliqué, et pour tout trésorier, c'est très compliqué de gérer à la fois les petites dépenses et les grosses dépenses. Le soutien du vice-trésorier, pour moi, est plutôt essentiel en fait sur ce genre de choses. Il y a pas mal de choses à éviter, que ce soit d'un point de vue école, au sein de l'école, il y a des choses à pas oublier, mais aussi d'un point de vue légal, il y a pas mal de choses sur lesquelles on peut être entré en justice en fait, tout simplement. Donc si on a créé ce poste, c'est vraiment c'est à la fois un soutien, mais aussi en fait un rôle carrément à part du 13, puisque la gestion des dépenses serait assez partagée entre les deux. Une gestion plus globale pour Claire, pour la trésorière, et une gestion un peu plus dans le détail pour les vice-13. Une question donc pour vous trois. Est-ce que vous avez réfléchi à ce que vous compteriez faire pour la House Contest? Alors on est en train d'y réfléchir. C'est vrai que c'était une bonne idée cette année, ça a bien marché. Donc, un des premiers problèmes qu'on a vu à la House Contest, c'était que c'était peut-être un peu trop tard. Et du coup les gens s'en foutaient un peu des maisons. Donc du coup, vu qu'on a dans notre programme électoral un point qui parle justement de ce système de maison, et on est en train de voir comment faire pour essayer de le restructurer. Possiblement faire une House Contest, on n'est pas encore sûr, parce qu'on va voir si déjà on va pas retravailler le système de maison pour essayer de le rendre un peu plus complémentaire des élèves.
et voir aussi si on ne va pas essayer de créer un système qui soit donc du coup plus étalé sur toute l'intégration, donc fusionné avec les autres événements et étalé, mais qui soit du coup moins ponctuel et un peu différent. Donc pour l'instant, on ne sait pas encore. Nous, on était plus ou moins d'accord justement avec ce que vient de dire Johan, parce que c'est sûr que la House Contest, ça a motivé très peu de gens, malgré tout, parce que c'était après l'intégration et que tout le monde était fatigué. Donc oui, mettre des événements ponctuels au sein de l'intégration pour impliquer davantage les maisons, les étudiants dans leur maison, parce que là, même maintenant, il y a la plupart qui se souviennent même plus dans quelle maison ils étaient, parce que ça a été un événement vraiment ponctuel et c'est vraiment dommage, alors que justement c'était l'occasion rêvée pour lier encore une fois les gens et les générations. Donc mettre des événements ponctuels au fur et à mesure de l'intégration, même 2 ou 3 seulement, c'est juste pendant certaines soirées faire des défis de maison, pourquoi pas. Et ça permettrait justement, avant la House Contest, d'avoir cet esprit de maison et pas juste une pré-chauffe qui a une maison, je crois, avant la première soirée dansante. Comme ça, arrivé à la House Contest, les gens dans les maisons auraient déjà un lien entre eux et ça permettrait justement de plus les motiver à participer à cette House Contest. Après, c'est pareil, on a envie de voir comment on peut remodeler ces 3 jours, parce que ça n'a pas forcément été optimal pour tout le monde, mais c'est pareil, on est en train d'y réfléchir. Alors, je pense pas qu'on partirait sur ce que vous avez proposé, nous, si on est élu. Je pense que la House Contest, en cohérence avec notre programme électoral, c'est quelque chose qu'on souhaite maintenir. Bien sûr, ça dépend énormément des partenaires qu'on a. La Redoute, ce que j'ai entendu, a énormément financé cet événement. Cet événement, en cohérence avec le programme électoral, on veut garder ce système de maison et même faire en sorte qu'il soit plus dynamique. La House Contest, cette année, était située une semaine après la fin de l'intégration, tout simplement par rapport à l'administration, pour pas que ça paraisse encore une semaine d'intégration. Ce qui fait qu'on a eu une petite pause entre l'intégration et la House Contest. Et ce qui a été remarqué pendant cette période-là, c'est que ça faisait un peu vide, il y avait un petit peu un relâchement. Et je pense que justement, cette House Contest, si on la place un peu plus tard, si on trouve un week-end peut-être un peu après, pour la réaliser, ça pourrait à la fois faire revenir des étudiants qui ont juste envie de refaire ce genre d'événements qui ont été proposés pendant l'intégration. C'est des événements assez festifs, c'est un événement qui rassemble énormément de personnes et qui plaît en plus. Donc si on arrive en plus à motiver les gens pour venir à cet événement parce qu'ils veulent ce genre d'événement assez festif, le placer un peu plus tard, ça pourrait permettre à la fois de conserver ce système et de motiver les gens à justement s'impliquer davantage dans ce système de maison, puisque ce serait un événement qui serait proposé un peu plus tard, après l'inté. Les gens ont toujours cette image, on va se souvenir de l'intégration qu'ils ont adorée. Ça fait très calme une fois que l'intégration est finie. Et en fait, on pourrait se servir tout simplement de cet événement-là pour relancer ce système de maison, l'intégrer davantage et en fait, tout simplement s'en servir pour ça, quoi. Émile, quand on observe la soirée dansante donc de Thalys, donc au niveau du planning, donc assuré d'après la date d'être débordée de monde, en tout cas d'être la plus attirante, on peut trouver qu'à part pour la boîte à questions, vous avez effectué le strict minimum. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est symptomatique d'une volonté d'en faire le moins possible pour les événements assurés d'être complets? Par exemple, la soirée d'inté, le Wave. Alors je pense que l'événement soirée dansante, c'est un événement que si on devait caractériser en réfléchissant à tout ce qui s'est passé, toutes les soirées dansante qui sont passées pendant votre mandat, c'est une soirée où les gens sont pas très sobres, où ils ne se rendent pas forcément compte de ce qu'ils font. Donc si on a proposé la boîte à questions, c'est vraiment dans ce domaine-là. Ensuite, pendant notre soirée, je trouve qu'on a essayé de proposer des choses nouvelles, par exemple avec le changement de DJ. C'est pas contre EH qu'on adore, c'est juste pour essayer de montrer qu'il y a une volonté de la part des Centraliens de changer de style de musique, d'écouter un peu plus de techno en fin de soirée ou ce genre de choses. La volonté de faire le moins possible, non, je trouve pas en fait, parce que nous on s'est concentré sur ces points-là en fait, sur les points, les gens en soirée dansante aiment boire. On a proposé du Jägerbomb qui a beaucoup plu.
On s'est adapté en fait à ce qui plaisait, on a essayé de faire mieux sur les points qui étaient déjà faits actuellement plutôt que proposer des choses nouvelles. La seule chose nouvelle qu'on a vraiment proposée c'était les DJ en fait. Et la boîte à questions a super bien fonctionné. Les DJ, on a des retours qui sont partagés, donc ça sera bien sûr étudié. Mais d'ici à dire que c'était quelque chose de minimaliste, je pense pas. Et on s'engage à pas réaliser, en fait, c'est ce qu'on a mis dans notre programme, de pas réaliser des soirées qui se ressemblent toutes. Donc en fait, c'est un de nos objectifs de faire des soirées qui se ressemblent pas toutes. Justement, on a fait une soirée qui était quand même différente des soirées d'ensemble de mandat. Et par ça, je trouve qu'on a respecté ce qu'on s'engageait à faire. Trouver ça minimaliste, je sais pas. C'est la réaction de la personne qui a posé la question, sûrement. C'est sûrement l'idée de certaines personnes autres. Mais voilà, on essaie de proposer quelque chose de nouveau quand même sur certaines choses qui sont déjà installées, qui sont déjà rodées. Faut savoir que les soirées d'ensemble, c'est un des événements à risque. On est vraiment à la limite par rapport à la loi. On joue vraiment sur cette limite-là, la limite de la légalité. Et donc tout en restant sur cette limite-là, on a essayé d'approfondir les choses qu'on pouvait encore se permettre de faire. Et j'ai l'impression que ça s'est plutôt bien passé. Johan, donc lors des campagnes, ça a été mis clairement en évidence que votre point faible était les événements, d'après donc votre soirée, votre petit-déj, votre brunch. Pardon. Est-ce que tu penses pas que c'est préjudiciable pour un potentiel BDE avec tous les événements de l'inté à gérer, une house contest donc à étoffer, une soirée des assos à revoir et sans doute d'autres events à modifier? Effectivement, c'était sûrement notre point faible, mais ça ne veut pas dire qu'il était absolument rejetable. Et je ne pense pas du tout que ça va être préjudiciable pendant justement les prochaines soirées organisées. Premièrement parce que, même si, du coup, comme je l'ai dit, c'était pas rejeté, il y avait quand même des bonnes idées et des trucs qui ont bien marché pendant ces soirées, pendant ces événements qu'on pourrait reprendre, mais également parce que on s'est rendu compte, du coup, parce qu'on avait beaucoup d'idées à la base et des trucs qui n'étaient pas réalisables ou qu'on aurait pu changer et qui auraient pu être adaptés. Et justement, en participant en campagne, on s'est rendu compte sur le tas de ce qui aurait pu être fait et ce qui du coup ne pouvait pas être fait. Et du coup, essayer d'adapter les idées qu'on avait et essayer de le rendre un peu plus proche de la réalité des campagnes et la réalité des événements. Je pense que ça va, du coup, ça va nous amener sur des soirées qui sont beaucoup plus fortes, ou des événements comme des déjeuners, des soirées, etc., qui sont beaucoup plus fortes, justement parce que on saura comment idéalement et comment adapter nos idées à ces événements-là, comment faire en sorte qu'elles correspondent bien et qu'elles s'appliquent bien sur les systèmes de ces événements et sur la manière dont ils se déroulent. Et voilà, je pense justement que même si c'était notre point faible, c'était loin d'être quelque chose à rejeter et que ça a même bien marché pour la plupart des événements. Du coup, je pense pas me faire de soucis pour ce qui est du mandat. Je pense que si on est élu, on va faire de très bonnes soirées, de très bons déjeuners, de très bons brunchs. Je pense pas qu'il y aurait de soucis là-dessus. Donc comme dernière question, donc Laurine, donc vous avez dit dans votre programme que vous vouliez instaurer une billetterie en ligne pour les soirées dansantes. Malgré ça, vous n'avez pas utilisé de billetterie pour votre soirée de campagne. À l'image de ça, comment est-ce qu'on peut avoir confiance en vous dans l'application de votre programme alors que vous avez déjà zappé un de vos points justement pendant 10 jours? Alors, ce programme a été écrit avant les changements instaurés par le CA. On a eu l'expérience de Émile qui a fait une billetterie en ligne quelques jours avant. Et des idées, pardon, qui ont fait une billetterie en ligne quelques jours avant. Et les retours qu'on a eu, c'était vraiment compliqué à gérer. Alors que nous, on n'a pas fait de billetterie en ligne. Alors, ça a été compliqué au niveau de la vente des places parce que on avait un manque de créneaux de vente, mais ça c'était par rapport aux événements et pas par rapport à nous.
Ce qui fait qu'on a dû vendre la majorité des places à la préchauffe, et ça c'était compliqué. Au niveau de la billetterie en ligne, justement, on l'a pas faite parce que ça avait, on avait eu des retours vraiment négatifs et qu'on ne s'attendait pas à ce changement vis-à-vis du CA. Ils ont pas mal bousculé la vente des places et on a été un peu les crash tests. Du coup, on a voulu faire autrement pour voir si c'était plus fluide. Et en effet, ceux qui sont venus à notre soirée dansante, ils pourront témoigner que l'entrée était relativement fluide. Et donc, justement, l'idée de la billetterie en ligne, ça a été avant les changements organisés par le CA. Le but, c'est quand même malgré tout d'essayer d'organiser au mieux et de faire en sorte que le maximum d'étudiants soient satisfaits. Donc peut-être que oui, en effet, on n'organisera pas de billetterie en ligne parce que, à cause des changements qui ont été organisés, c'est beaucoup moins pratique que ça aurait pu l'être avant. Néanmoins, la billetterie en ligne n'est pas totalement à abandonner parce que là, c'était quand même justement un bêta-test et il a fallu mixer les sheets du CSV des inscrits et de la billetterie Pumpkin. Mais justement, ce qu'on pensait avec Jérémy, le trésorier, c'est de voir directement avec Pumpkin si c'était pas possible de faire en sorte de mixer que automatiquement ces deux sheets pour faire en sorte que la billetterie en ligne soit vraiment efficace. Donc ce que nous là on n'a pas eu le temps de faire en 3 jours, vous comprendrez bien que c'était pas la seule chose qu'on avait à penser, on a pensé dans l'immédiat et dans la fluidité. Mais par la suite on essaiera vraiment d'instaurer une billetterie en ligne, mais d'une façon plus efficace que ce que ça a été, parce que nous on n'a pas vraiment eu le temps, je pense que tu seras d'accord avec moi pour dire qu'on n'a pas vraiment eu le temps de s'organiser vis-à-vis des changements qu'il y a eu au niveau du CA. Très bien, merci à vous trois. Du coup, maintenant, on va passer donc à la dernière partie du débat. Donc chacun de vous avez passé, vous avez 1 minute donc, pour faire un pitch devant l'amphi, pour expliquer pourquoi est-ce que vous devrez voter pour le Je vais commencer. D'accord, donc là, il faut que je m'explique pourquoi l'illégitime devrait être élu BDE l'année prochaine. Je pense qu'avant même de lister, on était 24 membres d'une liste OK, mais 24 amis surtout. On est une liste hyper soudée, j'espère que ça s'est vu pendant les campagnes. On est 24 amis, il n'y a personne à exclure et je n'imagine personne sortir de notre liste. Pour nous, c'est inimaginable. En plus de ça, on est tous très investis dans toutes les assos centraliennes. On a beaucoup de personnes dans les bureaux d'assos très très présentes et qu'on voit énormément, que ce soit la fanfare, le forum, la JE, le festival ou d'autres assos comme celle-ci. Ce que je voulais dire, c'est que on a aussi réussi à s'investir pour le sport. Au challenge, on était 16 à être représentés ce week-end. J'espère que pendant ces campagnes, on a réussi à vous convaincre qu'en plus d'être soudés, on peut assurer des événements avec une certaine qualité. Et j'espère qu'on vous a prouvé que si on est élu, on ne serait pas un BDE si illégitime que ça. Moi je tenais à vous rappeler ce qui était considéré comme un BDE actuellement. Donc premièrement c'est savoir gérer et assumer les campagnes. Donc parce que c'est quand même ce qui va représenter le futur mandat, le futur éventuel mandat qu'on aura à tenir. Et donc je pense que de ce côté-là, les appos ont participé au maximum de cours en même temps qu'assumer les campagnes. Ils ont quasiment chassé aucun cours. Donc je pense que ça témoigne de notre organisation et de notre sérieux. Ensuite, c'est des bonnes relations avec l'admin. Le but, c'est pas de tenir tête à l'admin parce que de toute façon, ils auront le dernier mot, mais c'est de faire en sorte qu'ils aient confiance en nous. Et je pense que déjà pendant les campagnes, nous, on a réussi à faire ça, étant donné qu'on n'a fait aucune bavure au niveau administratif. Ensuite, c'est aussi des events. Je pense que au niveau des événements, on sera tous d'accord pour dire que nos événements ont beaucoup plu. Particulièrement notre soirée, elle a fait le taf à ce niveau-là. Donc oui, on a envie d'être élu parce qu'on a envie que les choses bougent à Centrale. Après, maintenant c'est à vous de décider. Nous on s'est éclaté pendant 15 jours, on espère que vous aussi. Et donc merci d'avoir été là pendant les 15 jours. Premièrement, je voulais vous remercier pour votre participation pendant notre campagne. C'était très sympa et pour parler au nom de
toutes les listes, je pense qu'on a tous passé un très bon moment. Alors maintenant, pourquoi est-ce que vous allez sûrement voter un PRL? Non, le point fort aussi de notre liste, c'est la cohésion d'équipe. Et cet esprit d'équipe nous permet de faire énormément de choses ensemble et d'avoir une team qui évolue, qui travaille et qui crée tout ça dans une ambiance d'amitié et une ambiance qui est extrêmement agréable dans laquelle travailler. Un deuxième point aussi pour lequel je pense qu'on mériterait d'être élu, c'est notre implication dans la vie centralienne, non seulement dans les associations, mais aussi dans les autres entités comme le CA, les CE. On a aussi un étudiant qui est délégué de promotion. Depuis notre début à Centrale, on est venu et on est là pour être présent, pour faire avancer les choses. Et notre but, c'est que pendant vos années à Centrale, on essaie de vous rendre la vie beaucoup plus facile, de vos études, que vous pouvez vous sentir bien dans vos études, vous sentir bien dans votre vie associative et vous sentir bien dans vos projets personnels. Et notre but, c'est de vous accompagner et de vous aider à vous sentir bien dans votre vie et que vos années à Centrale fassent partie des meilleures années tout court de votre vie. Voilà. Je vous remercie pour votre présence. Le débat est fini. Je vous invite demain à voter sur le site.